culture et la technologie sous la Révolution française. Une discussion des travaux récents. Il y a sûrement des gens qui cherchent toujours. Oui, je sais, la salle est très difficile à trouver. Mais bon, je vais parler lentement pour présenter Catherine Manoé en attendant que les gens arrivent. Donc, nous vous avons demandé de vous mettre ici parce qu'on va mettre la caméra comme ça, afin que nos amis parisiens puissent vous voir pendant qu'ils parlent. Bon, alors je suis ravie de vous présenter Catherine Manoé, qui est actuellement professeure, je ne sais pas si l'habitat, mais Catherine, vous êtes à Orléans, c'est ça? Oui, c'est ça, maître de conférence à Orléans. D'accord. Elle a fait son doctorat à l'Université Paris 1, Sorbonne, avec une thèse qui s'intitule Les jeux de l'artificiel, culture, production et consommation des cosmétiques à Paris sous l'Ancien Régime, 16e, 18e siècle, sous la direction de Daniel Roche. Ah oui, voilà. Depuis 2005, elle est maître de conférence à l'Université d'Orléans. Voilà, chercheur attaché au laboratoire Pollen, pouvoir, lettres, normes. Elle a, parmi d'autres choses, organisé des journées d'études et des colloques, notamment Corps Paré, Corps Parfumé, à l'ENS à Lyon, au mois de novembre 2010, et aussi un colloque international qui s'appelle Culture de cours, culture de corps, hygiène et beauté dans les cours européennes à l'époque médiévale et moderne, qui a eu lieu en décembre 2006. En outre, elle est auteure des ouvrages suivants. Un ouvrage collectif avec Mathieu Dabina et Bruno Loriot, qui s'appelle Culture de cours, culture du corps, 16e, 18e siècle, dans la collection Mythes, critiques et histoire, publiée par les presses universitaires PS. PUPS, c'est quoi? Les PUPS. Quelle est la PUPS. Presse universitaire de Paris-Sorbonne. De Paris-Sorbonne, excusez-moi, voilà. Et puis, là, plus récemment, La poudre et le fard, une histoire des cosmétiques de la Renaissance en lumière, qui est paru chez Champ-Vallon en 2008. Et puis, de nombreux articles. Et je pense que vous avez là l'essentiel et les titres. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Au début de l'époque moderne, les cosmétiques, c'est-à-dire les fards, le blanc ou le rouge, mais aussi toutes les préparations que l'on destine à l'entretien du visage ou bien des cheveux, relèvent pleinement de l'économie de l'identification, c'est-à-dire, bien sûr, que leur consommation est profondément enchâssée dans la société d'ordre. Dans le cadre de la civilisation curiale, les cosmétiques, quels qu'ils soient, permettent aux aristocrates de se différencier des ordres subalternes, d'exprimer la pureté de leur sang et bien sûr aussi la supériorité de leur rang. En association étroite avec les préceptes des manuels de cours qui prescrivent le maintien du corps, le contraignent et le rigidifient, en association également avec certains dispositifs du vêtement tels que le corset, les cosmétiques et en particulier les fards permettent de faire disparaître les fatigues, les rides, les traces de maladie, les émotions, en somme, de faire des visages de véritables masques pour les adapter à la nature fondamentalement concurrentielle de cet univers. De telles techniques du corps, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, l'anthropologue, transforment ainsi le corps et le visage en un outil sémiotique efficace, mais aussi parfaitement artificiel. Le blanc et le rouge, appliqués en couche épaisse, et bientôt les poudres blanches, saupoudrées par livres entières sur les cheveux, font disparaître le visage et les chevelures naturelles. Dès la fin du XVIIe siècle, pourtant, et de manière beaucoup plus nette à partir des années 1720, sont apparus de profonds changements. D'un côté, les cosmétiques sont l'objet d'une consommation qui quitte la seule sphère curiale, qui déborde la clientèle aristocratique pour toucher la bourgeoisie
et bientôt une partie du peuple des villes, en particulier le monde de la boutique et de l'artisanat. De l'autre côté, la production des cosmétiques entre aussi dans l'univers concurrentiel des arts et des métiers qui met aux prises les gantiers parfumeurs avec les épiciers, avec les merciers, mais aussi en dehors du cadre corporé avec de nombreux inventeurs sans qualité, désireux de profiter de la demande. C'est ainsi qu'un univers urbain de production et de consommation des cosmétiques se construit progressivement au XVIIIe siècle, qui redéfinit les caractéristiques du marché et qui, à terme, modifie profondément le public et ses besoins, les produits et leurs usages, les normes et les représentations. Les élites du XVIIIe siècle, cependant, entendent bien continuer à se distinguer des catégories plus modestes et de tous ceux qui les imitent. Mais avec les Lumières, leur mode de vie, leur sociabilité, leur culture, leurs désirs et leurs besoins ont aussi changé. En particulier, il n'est plus nécessaire pour les élites d'arborer des masques de cour et d'artificialiser à l'extrême son apparence, sous peine, au contraire, d'y perdre la distinction. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, le sens de l'utilisation des cosmétiques, qu'ils soient destinés au visage ou aux chevelures, change. Leur caractère artificiel est de plus en plus vigoureusement dénoncé et leur usage ne peut plus être admis qu'à la condition où ils soulignent un nouveau rapport avec la nature, entendu ici dans toute la polysémie du vocable, c'est-à-dire depuis la réalité physiologique jusqu'à la vérité psychologique. Ainsi, si les cosmétiques permettent d'imiter la nature, de la cultiver et de suppléer à ses défauts éventuels, ils doivent aussi désormais donner aux individus la possibilité de composer leur image et, au-delà, de révéler leur identité. À partir des informations que délivrent les manuels de recettes de cosmétiques et celles des dossiers d'inventeurs qui soumettent leur préparation à la Société royale de médecine à partir de 1778, la réflexion que je vous propose s'articule autour de 2 points. D'une part, il s'agit de montrer que la fabrication des produits et que les produits eux-mêmes se déploient dans un nouveau contexte épistémologique et témoignent de nouvelles sensibilités. D'autre part, il s'agit d'analyser l'appareil discursif, souvent à caractère publicitaire, qui encadre la promotion de ces cosmétiques et guide leur usage. Tout d'abord, il apparaît très clairement, à la lumière d'analyses comparatives précises, que la confection des cosmétiques change profondément à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en termes d'ingrédients et en termes de techniques mises en œuvre. Ainsi, les substances minérales et métalliques, qui jusque-là entraient dans la réalisation de nombreuses préparations cosmétiques, sont proscrites, de même que déclinent les techniques les plus complexes de préparation et en particulier les distillations. Au contraire, le règne végétal et des procédés de fabrication beaucoup plus simples sont désormais privilégiés. Ainsi, les recettes qui sont envoyées à la Société royale de médecine empruntent leurs ingrédients au règne végétal à hauteur de 67%, 24,5% au règne animal et 8% seulement au règne minéral, quand ces proportions étaient respectivement, dans les manuels les plus anciens, d'environ 45% pour le règne végétal, 27% pour le règne animal et également 27% pour le règne minéral. Bien sûr, la grande nocivité, les grands dangers, la grande toxicité des cosmétiques métalliques, clairement identifiés par le corps médical, et d'autre part, la médicalisation croissante de la société en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, explique en partie presque pas. Alors attendez. Oui. Non, oui. Après les concentrations, après la toxicité, nous avons été très frappés par ça. D'accord. D'accord? OK. D'accord. Écoute.
je m'étais interrompue ou j'ai été interrompue au moment où je vous disais que la valorisation du règne végétal prend place dans un contexte plus vaste. Oui. Tout d'abord, il faut souligner que cette promotion du règne végétal dans la fabrication des cosmétiques est évidemment liée à une meilleure connaissance scientifique des productions du règne végétal grâce à la découverte et à l'acclimatation de nouvelles espèces, à la multiplication des flores, au progrès, bien sûr, de la taxinomie botanique. D'autre part, la place qu'occupent les végétaux dans la confection des cosmétiques doit bien sûr aussi être rapprochée des changements dans l'art culinaire, en particulier sur les tables des élites, qui accordent une place plus importante aux légumes, aux asperges, aux artichauts, aux salades et à tous les autres légumes verts qui sont désormais cuisinés sans apprêt pour faire ressortir le vrai goût de ces légumes. Enfin, un véritable engouement pour la nature bucolique qui s'exprime dans cette appellation et qui souligne, à contrario, un rejet de la civilisation urbaine, de ses productions luxueuses et de ses artifices, en somme, le véritable tombeau de l'espèce humaine, pour paraphraser Rousseau. De toutes ces tendances et des modes nouvelles auxquelles elles donnent naissance, témoignent en particulier les ouvrages du médecin botaniste Pierre-Joseph Buchose. Depuis l'un de ses premiers ouvrages, La toilette de Flore de 1771, jusqu'à l'histoire universelle du règne végétal, publié entre 1775 et 1778, en passant par le laboratoire de Flore de 1773. Mêlant dans ses ouvrages fiction et réalité, il met en scène de grandes dames en promenade, herborisant et glanant dans la campagne, non seulement une partie de leurs aliments, de leurs boissons, mais encore de leurs médicaments et de leurs cosmétiques. Enthousiaste, il s'exprime ainsi dans La toilette de Flore que sans recourir à l'or et aux pierres précieuses, les femmes trouveront dans les plantes ce qu'il y a de plus flatteur pour souligner leur beauté et que ces mêmes plantes, je cite, constituent les vrais apprêts de la nature. On l'a dit, la prétendue innocuité des végétaux explique qu'ils sont utilisés de manière privilégiée dans la confection des cosmétiques. Mais d'autres qualités leur sont attribuées pour justifier cette même prédilection. Ainsi, le terme de simple est fréquemment utilisé par les auteurs des recettes à la place de l'expression d'herbe aux propriétés médicinales ou encore à la place du mot plante. Bien sûr, sous sa forme substantivée, le vocable simple appartient à la tradition de la médecine galénique et les auteurs des recettes l'emploient d'abord pour cette raison. Pourtant, par un glissement grammatical, les auteurs des recettes confèrent souvent au mot simple la fonction d'adjectif qualificatif. Du simple à la simplicité de la recette, il n'est qu'un pas que franchissent de nombreux inventeurs qui, de manière implicite, condamnent donc les produits composites et complexes que le chimiste parvient à fabriquer grâce aux substances minérales et métalliques et à de vastes distillations. Végétal contre minéral, nature contre artifice, ces couples antagonistes et le combat qui les oppose nourrissent bel et bien les discours des plus humbles inventeurs qui s'adressent à la Société royale de médecine, quand bien sûr ils traversent toute la littérature. Ayant observé le règne minéral qui, je cite, n'a rien en soi d'aimable et d'attrayant, ayant observé la noirceur des entrailles de la terre, le malheur de tous ceux qui y travaillent, le Rousseau de la 7e rêverie, la plus botanique, en appelle au végétal comme à un véritable baume. Je le cite, brillantes fleurs, émail des prés, ombrage frais, ruisseaux, bosquets, verdure, venez purifier mon imagination salie par ces hideux objets. Mieux encore, sous la plume de certains inventeurs, le cosmétique végétal se commue parfois en un véritable antidote, en un contrepoison du rouge et du blanc qui gâtent le teint. De tels prodiges sont vraisemblables, car, au dire des inventeurs, il existe une relation privilégiée entre le règne végétal et le genre humain. Afin de souligner la qualité de leurs cosmétiques, nombre d'auteurs assurent en effet que leur préparation pourrait être absorbée par le corps,
soit sous la forme d'aliments, soit sous la forme de médicaments. Au-delà, c'est même parfois le thème d'une affinité, d'une véritable analogie de nature entre le végétal et le corps humain que développent certains auteurs, en référence lointaine à une grande chaîne de nature que mettent progressivement en valeur les plus grands scientifiques du temps. Ainsi, l'un des produits envoyés à la Société royale de médecine, l'eau de Roxelane, est, d'après son inventeur, un cosmétique qui a été inventé par un philosophe arabe qui a trouvé dans le végétal, uni et conjoint au règne animal, une liqueur dépouillée de tout acide, et le plus important arrive maintenant, une liqueur donc parfaitement analogue aux parties muqueuses de la peau. Les inventeurs de produits destinés à favoriser la repousse des cheveux ne se privent pas non plus de déployer de tels arguments. Les cheveux, écrivent-ils parfois, sont comme les plantes qui flétriraient, se dessécheraient et périraient si elles manquaient d'être arrosées. Filant la métaphore, le peigne se fait parfois charrue, la tête champ cultivé et la pommade devient engrais. Si la fabrication des cosmétiques noue un lien nouveau avec la nature en cette fin du XVIIIe siècle, les vertus qui sont attribuées aux cosmétiques changent du tout au tout. Des vocations inédites gagnent le terrain que des exigences de blancheur, moins coercitives que par le passé, ont laissé vacant. Ainsi, les fards, le blanc et le rouge, se doivent désormais d'imiter les couleurs de la nature et non plus d'en surimposer d'artificielles. De fait, on constate que toutes les recettes destinées à blanchir la peau artificiellement, parmi lesquelles les fards, sont en déclin. Par ailleurs, si le terme de blanchir demeure parmi les listes des vertus qui sont attribuées aux produits, on remarque que ce terme de blanchir ne constitue plus l'incipit, la première vertu de ces listes, et qu'il n'est plus systématiquement associé à des gestes agressifs tels que polir, lustrer, mais qu'il est désormais associé à d'autres verbes tels que adoucir, nourrir, conserver ou rafraîchir, qui traduisent le changement des vocations. Précisément, les vocations qui sont attribuées au fard rouge, végétal comme il se doit, en donnent une image plus nette encore. Depuis le XVIe siècle, le rouge est appliqué pour rehausser la blancheur du teint. Mais son application n'est en aucun cas alors destinée à imiter les couleurs naturelles du visage. Cette vocation nouvelle, imiter les couleurs du visage, n'apparaît que dans le dernier tiers du siècle pour s'imposer peu à peu comme la première vertu du rouge. Lorsque Pierre-Joseph Buchose se livre au plagiat d'anciennes recettes dans sa toilette de Flore, il remplace fréquemment le terme de rouge par le terme d'incarnat pour souligner par le mot la dimension naturelle du coloris. À la fin du siècle des Lumières, le fait est acquis. Le rouge doit être naturel ou ne pas être. 15 recettes de rouge sur les 34 qui sont envoyées à la Société royale de médecine entre 1778 et 1790 sont accompagnées d'une lettre ou d'un texte publicitaire en faveur du produit. Si l'argument de l'innocuité est le premier médecine entre 1778 et 1790, 15 parmi ces 34 sont accompagnés d'une lettre, d'un courrier, d'un texte publicitaire en faveur du produit. Et dans ces 15 lettres, j'ai pu remarquer que si l'argument de l'innocuité est le premier invoqué, celui du coloris naturel que le fard procure au visage est le second argument. En 1764, lorsque le parfumeur Desgens prescrit dans un de ses manuels la manière dont il faut faire usage du rouge, il précise que l'application au pinceau doit être graduée, je cite, de sorte que ce rouge paraisse par degrés, comme s'il était naturel, et c'est en quoi consiste l'art. Ainsi, le propos est parfaitement clair. Si l'application du rouge a longtemps relevé de l'artifice, elle peut accéder au statut de l'art et donc être admissible lorsqu'elle prend la nature pour modèle.
En lien avec cette application naturelle du rouge, l'apparition de pommades explicitement destinées à ôter le rouge constitue un autre témoignage du changement de la culture des cosmétiques à la fin du XVIIIe siècle. Cette pommade pour ôter le rouge suggère de nouveaux gestes de toilette à rebours, ce qu'on appelle aujourd'hui le démaquillage. Ces nouveaux gestes sont incontestablement le signe d'un cloisonnement plus étanche entre les différents espaces et les différents temps de la vie, publique ou privée. Au coucher, recommandent des gens, il faut retirer le blanc et le rouge avec de la pommade, je cite, pour mettre la peau dans son état naturel. L'état naturel auquel le parfumeur fait ici référence n'est pas celui du visage social, artificiel ou même artistiquement composé pour imiter la nature, mais celui de la peau nue. Si certains cosmétiques, et en particulier les fards, ont pour nouvelle vocation d'imiter la nature, d'autres cosmétiques sont désormais créés pour prendre soin des cheveux ou de la peau, sinon même pour prolonger leur existence, en d'autres termes, pour cultiver la nature sans plus chercher à la transformer. La multiplication des pommades destinées à permettre la croissance, voire la repousse des cheveux des hommes, en constitue déjà une illustration avec, à terme, la possibilité désormais de se passer des perruques et de reprendre ses cheveux, comme on dit à l'époque. Les vocations attribuées à certains cosmétiques féminins, eau et pommade, en livrent d'autres exemples. Ainsi, leurs vertus principales sont, je l'ai dit tout à l'heure, rafraîchir, adoucir, conserver et nourrir, autant de termes qui révèlent une nouvelle culture du corps, plus attentive à sa préservation qu'à sa transformation, mais des termes qui soulignent également que l'application des cosmétiques relève davantage d'une conduite réflexive, sensualiste et individualiste qui vise à se procurer confort et plaisir. Aux confins de l'exigence esthétique d'imitation de la nature et de la préservation s'ouvrent de nouvelles perspectives. Au même titre que les portraitistes de la fin du siècle n'ont de cesse de créer de la différence, conscients d'une nature inépuisable, comme l'écrit Jean Starobinski, les inventeurs et les fabricants de cosmétiques proposent alors, de manière intentionnelle, des produits destinés ou adaptés à la variété des individus, considérés aussi bien en fonction des besoins de leur vie sociale qu'en référence à la nature de leur peau et à leur carnation naturelle. La recherche de la bonne nuance du rouge et de sa juste intensité, par exemple, mobilise les inventeurs en référence à une diversité croissante d'usages sociaux du fard. Il est désormais des rouges à la reine, pour les apparitions à la cour, des rouges pour la ville, des rouges pour le théâtre, pour les bals, les spectacles ou les différentes cérémonies. Il est encore des rouges pour les voyageurs, des rouges pour le jour et pour la nuit. Il est aussi des rouges pour les blondes ou des rouges pour les brunes, des rouges affublés de numéros selon leur couleur, ainsi que des boîtes qui proposent un véritable nuancier. Chaque femme peut dorénavant choisir le rouge qui lui conviendra le mieux, ou tel un peintre, jouer des uns et des autres au gré de ses envies et de sa volonté de paraître naturelle et changeante, appliquant ici un rouge vif et là une teinte plus pâle. Pour finir, l'analyse des textes publicitaires permet d'affirmer qu'à la fin du XVIIIe siècle, le lien entre cosmétique et nature est parfois porté plus loin encore, en des directions qui peuvent être rapprochées des injonctions de Diderot en matière de peinture. Les portraitistes, selon lui, ne doivent pas seulement imiter, mais transgresser la ressemblance pour accéder à un réel supplémentaire, celui d'un instant ou celui d'un fragment de l'immense nature. Ainsi, au-delà des apparences, les usages des cosmétiques doivent contribuer à révéler la nature profonde de l'individu, sa vérité, non plus seulement physiologique, mais encore son être psychologique, en somme son identité. Cette exigence nouvelle, qui parachève le cycle des vocations des cosmétiques,
s'exprime d'abord dans le cadre de la querelle entre les perruquiers et les coiffeurs, art mécanique contre art libéral, les uns et les autres arguant de leur supériorité, non pas au nom de compétences techniques particulières, mais au nom de l'art avec lequel le professionnel réussit à adapter son œuvre au visage pour lequel il travaille. La plus belle mode, suggère le coiffeur Legros, consiste, je cite, à suivre l'air de son visage. Peu à peu, les arguments de la querelle se déploient dans l'espace public, comme l'attestent une fois encore les discours des inventeurs qui s'adressent à la Société royale de médecine. Forts de leur expérience du vivant, déjà sensibilisés aux énigmes des visages et de la personne, de nombreux coiffeurs s'associent à des parfumeurs ou s'ingénient à fabriquer des cosmétiques. Ainsi, lorsque le coiffeur Tournier présente son rouge, il plaide en sa faveur, tel un spécialiste de l'image, désireux de favoriser en chacun l'expression de soi. Écoutons-le. Le sieur Tournier, écrit-il, s'est fait une longue étude de l'art de perfectionner la toilette des dames, qu'il regarde avec raison comme un accessoire à l'art de plaire et qui a aussi ses principes, ses combinaisons et ses résultats. Il aurait ainsi trouvé cette magie qu'un coiffeur artiste et homme de goût acquiert en servant le beau monde. D'un coup d'œil, il saisit l'ensemble des traits et l'effet de la physionomie qu'il a soin de ne jamais contrarier, et d'après ce premier jugement et l'estime du meilleur effet possible, il choisit dans les différentes manières d'accommodage ce qui convient le mieux pour faire paraître avec avantage les agréments de la personne. Ainsi, à la veille de la Révolution, la fabrication, le marché et les usages des cosmétiques sont profondément réaménagés autour de logiques nouvelles et surtout autour d'un appareil rhétorique inédit qui accompagne une sévère critique des préceptes contraignants des civilités et des usages normatifs de la cour. Authenticité, vivacité, émotivité, naturel, singularité peuvent, doivent désormais s'exprimer. Il s'agit bien d'une mutation majeure des sensibilités. Le visage a remplacé la face et l'image de soi la plus favorable à la relation sociale n'est plus celle que l'on emprunte ou que l'on imite, mais celle qui correspond à la personnalité de chacun. Si les élites de la fin du siècle inaugurent parfois ou reprennent à leur compte ces nouvelles conceptions de la vie sociale et de la représentation, ces dernières n'en sont pas moins au service de la création d'un nouvel espace de la distinction, d'une nouvelle manière d'exercer sa domination. C'est la raison pour laquelle leurs opposants, porteurs au titre de la nature d'autres projets politiques, rejettent dans un même mouvement l'ordre social de l'Ancien Régime et les artifices de l'apparence qui, malgré tout, en demeurent les symboles. Je vous remercie. Une seconde, je vais chercher le CV de Guillaume. Est-ce que je reste, je reprends. On va faire les questions à la fin des deux. Oui. Donc, bon, alors, merci beaucoup, Catherine. Ça a été très riche et très, très intéressant. Donc, merci de votre attention. Oui, mais absolument. On a été vraiment avides de vous écouter. Et les petites pauses n'ont fait qu'ajouter à notre soif d'apprendre. Donc maintenant, on reprend avec Guillaume Mazot. Et donc, je vais faire la petite présentation de Guillaume à votre public, qui est quand même assez nombreux, quand même, malgré nos problèmes techniques. Donc, voilà, je vous présente Guillaume Mazot, qui est actuellement deux choses. Il est en même temps maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'Institut d'histoire de la Révolution française, où je crois ils sont aujourd'hui. Et puis aussi chargé de cours à Sciences Po Paris depuis 2012. Guillaume Mazot a reçu son doctorat de l'Université de Paris 1 avec une thèse sur Charlotte Corday
qui a donné suite, je crois, à son premier livre, un de ses premiers livres, parce qu'il est auteur de 5 livres, notamment Le bain de l'histoire, Charlotte Corday et l'attentat contre Marat, 1793 à 2009, qui est apparu chez Champvallon en 2009. Ce livre, qui est un livre d'érudition, a été secondé par un livre plus grand public, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, Guillaume, qui s'appelle Corday contre Marat, 2 siècles d'images, paru chez Artlis en 2009, qui est absolument délectable, si je peux dire, avec plein de belles images. Et puis là, tout dernièrement, non, pas tout dernièrement, il y a Charlotte Corday en 30 questions. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air intriguant. Et puis il a publié avec des collaborateurs Pourquoi faire la révolution chez Agon en 2012 et pourquoi tant de haine avec Elisabeth Oudinesco chez Seuil en 2010. Et voilà, donc nous sommes absolument ravis de vous accueillir chez nous, Guillaume, et nous attendons avec impatience votre présentation sur la physionotrace. Alors, oui, merci. Merci de cette gentille présentation et je vais d'abord commencer par m'excuser pour 2 choses. La première chose, c'est que je vous présente les excuses de Jean-Clément Martin pour lui, puisqu'il est tombé malade hier. Et donc, il n'a pas pu venir. Il aurait beaucoup aimé participer à cette session. Et la deuxième chose, c'est que je vais parler donc du physionotrace, in English, physionotrace, I think. C'est donc une histoire des images, mais que je ne pourrai pas vous montrer, malheureusement. Je vais tenter de les décrire. Mais je ne vais pas proposer une histoire de l'art ou je ne vais pas parler d'esthétique. Je vais parler de leurs usages, donc je pense que c'est pas très grave. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, il y a une série d'évolutions techniques dans les arts graphiques qui ont participé à une modification de l'appréhension et aussi de la définition de la nature. Une nature qui était placée, on le sait bien, au centre des débats politiques, notamment avec la question des droits naturels. L'objectif pendant la Révolution, de régénérer des élites qui étaient considérées comme corrompues, et l'objectif aussi, plus largement, de construire une nouvelle société sur les bases d'une civilisation débarrassée de ces oripeaux d'anciens régimes. Le but aussi de transformer la nature du peuple, ou ce que l'on croyait être la nature du peuple. Tous ces objectifs sont bien connus grâce aux études sur l'éducation, la politique sociale, le rôle de la loi ou de la presse. Et les images ont joué un rôle important dans cette politique volontariste de construction d'un homme nouveau à travers la propagande, mais elles ont joué aussi un rôle non moins important et pourtant moins exploré, dans l'élaboration de nouvelles perceptions et de représentations de la nature humaine en lien avec une série d'innovations techniques. Ainsi, le succès de simples améliorations dans le domaine du dessin ou de la gravure, mais également la vogue de nombreux dispositifs mécaniques et de nouveaux médias visuels, montre que la révolution politique et sociale s'est accompagnée d'une volonté de représenter les êtres humains au plus près de leur vraie nature, rompant avec les traditions classiques du portrait d'Ancien Régime. Et ces nouveaux médias présentent la nature comme la matrice possible d'une citoyenneté véritable, évidemment en la réinventant en fonction du contexte particulier de révolution. Parmi tous ces dispositifs qui ont souvent été considérés comme des dispositifs ratés, qui n'ont pas donné lieu à des innovations dans le long terme, il y a le physionotrace, qui est peu étudié en France, qui aux États-Unis a inspiré une thèse de Ellen J. Miles, qui a inspiré aussi un travail de Wendy Bellion. Eh bien en France, il est assez peu étudié. Et je vais le prendre pour exemple, pour montrer en 2 parties en quoi ce physionotrace modifie tout d'abord la question de la ressemblance et relève plus généralement d'un nouveau rapport à la nature humaine en proposant une nouvelle utopie, non plus imiter la nature, non plus la copier d'après les canons antiques, mais véritablement cette fois la dupliquer, l'enregistrer même, bien avant, c'est-à-dire bien avant les débats sur la photographie dans les années 1830 et surtout 1840. Ensuite, j'essaierai de montrer en quoi son incroyable succès du physionotrace rencontre un contexte révolutionnaire très spécifique, évidemment, et participe de la volonté de s'adapter aux nouveaux critères de représentation de soi dans une société désormais fondée
sur un impératif d'égalité, de pureté et de transparence. Donc évidemment, beaucoup de mes remarques vont, à mon avis, prolonger et discuter celles de Catherine Lanoé sur les cosmétiques. Alors tout d'abord, le Physionotrace, je vais essayer de le décrire d'abord, c'est une machine à faire des portraits gravés qui relève d'un nouveau rapport au corps et à la nature humaine. Alors, le Physionotrace, c'est un appareil de bois qui était à peu près haut comme un homme, qui était placé entre l'artiste et le modèle. Donc sur la charpente de cet appareil était tendu un calque dont la surface laissait entrevoir les contours de la silhouette du modèle, ce modèle qui était placé devant une source intense de lumière, c'est-à-dire devant une bougie ou une fenêtre. La charpente de ce Physionotrace portait un pantographe, c'est-à-dire un système de bras articulés en bois, au bout duquel était fixé un crayon, que l'artiste devait donc faire bouger de manière mécanique afin de tracer sur le calque les contours du profil du modèle. Donc ça veut dire que l'artiste ne saisissait pas directement le crayon dans sa main, il le faisait bouger à l'aide d'un bras en bois horizontal sur lequel était également fixé un viseur dans lequel l'artiste devait placer son œil afin de suivre plus précisément au millimètre près la silhouette qui était ainsi réalisée à taille réelle en quelques secondes pour tenter de saisir le profil le plus parfait possible. Et dans un second temps, l'artiste remplissait la silhouette et dessinait les traits du visage en quelques minutes seulement, sans que le modèle de profil, qui avait la nuque immobilisée par un repose-tête, ne bouge d'un centimètre. Donc on avait un portrait grandeur nature qui était obtenu, qui était ensuite réduit dans des plus petites dimensions à l'aide d'un autre pantographe horizontal, un autre appareil en bois articulé, qui était souvent utilisé par les ingénieurs notamment et les topographes. Ce profil plus petit était complété au dessin, puis gravé sur une plaque de fer blanc ou de cuivre, prenant la forme d'un médaillon circulaire en papier, tout petit, puisqu'il faisait que 5 à 7 cm de diamètre. Donc ça, c'est le fonctionnement le plus courant du Physionotrace, mais évidemment, il y avait beaucoup de variantes, parce qu'à partir du moment où il a eu beaucoup de succès, il a été très copié en France, partout en Europe, à partir des années 1770-1780, mais aussi aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'était des petits formats qui étaient exécutés, ces portraits pour le modèle lui-même, qui venait poser dans les studios des artistes, qui étaient souvent situés à Paris, autour du Palais Royal. Et celui qui commandait son portrait conservait le droit de disposer des épreuves, mais aussi la planche à graver, c'est-à-dire qu'il emportait avec lui la planche à graver et pouvait faire graver d'autres portraits de lui tout au long de sa vie en fonction de ses besoins. Et ça, c'était évidemment assez nouveau aussi. On recense 3 principaux artistes en France qui utilisaient ce procédé à la fin du XVIIIe siècle, Chrétien, Kennedy et François Gonor. Ils travaillent à Paris, mais aussi parfois en province. Et puis, pendant la Révolution, Kennedy a été obligé d'émigrer après 1793 et il a beaucoup travaillé dans les pays germaniques. Sur ces portraits, qui étaient donc des petits portraits circulaires, le modèle était présenté à mi-corps, en buste. Les clients posaient donc de profil, à gauche ou à droite, et ne souriaient jamais. Les premiers portraits dessinés par Kennedy sont souvent exécutés avec une touche très légère, c'est-à-dire que le trait était à peine ombré, le fond restait très blanc, donc il y avait très peu de relief. Et puis les artistes ont essayé d'accentuer les effets d'ombre, les plis des vêtements, ont essayé de décrire de plus en plus les rides d'expression sur les visages, les ondulations de la chevelure, donc il y a eu de plus en plus une recherche d'effets de réel. Ce qui était nouveau, c'est que le Physionotrace était extrêmement bon marché, il n'était pas cher du tout. C'est-à-dire qu'il était beaucoup moins cher que les portraits qu'on pouvait commander à des miniaturistes juste avant, et ce qui signifie que beaucoup de populations appartenant à la petite bourgeoisie, comme des commerçants par exemple, des hommes de loi, etc., ont pu faire leurs portraits, alors qu'avant ils n'avaient pas accès à leur représentation d'eux-mêmes. Les portraits pouvaient être commandés en couleur, mais la plupart du temps, on choisissait, même si on avait les moyens, de se faire représenter en noir et blanc. C'est-à-dire que la recherche de ressemblance ne supposait pas le choix de la couleur à cette époque-là, même quand on pouvait se l'offrir. Donc, la plupart du temps, c'était en noir et blanc. Alors, a priori, ces profils, on pourrait considérer qu'ils n'étaient pas totalement nouveaux,
puisqu'il s'insère, c'est vrai, dans la mode du portrait de profil telle qu'elle existait depuis très très longtemps, dans la mode des silhouettes, donc ces silhouettes qui ne faisaient pas apparaître les traits du visage, qui étaient colorées en noir, hein, qui prenait pour modèle évidemment les médailles des grands hommes, les médailles aussi des empereurs romains, etc., et qui avait fait le succès d'ailleurs, ces portraits de profil, de nombreux artistes au XVIIIe siècle, comme Nicolas Cochin, Saint-Aubin, etc. Donc il y a quand même une transition. En revanche, pour le physionotrace, ce qui interroge, ce n'est peut-être pas tellement la nouveauté technique de cette machine, ni son innovation donc dans les domaines esthétiques, puisqu'on est dans une certaine tradition, c'est son succès tout à fait exceptionnel dans les sociétés en révolution, aussi bien en France qu'aux États-Unis d'ailleurs. On considère qu'à partir de 1788-89 et pendant quelques années, il y a environ 1000 exemplaires par an, tous studios confondus, qui sont produits. Et évidemment, comme ils étaient tirés à chaque fois à 12 exemplaires, ça fait des milliers et des milliers de portraits qui étaient mis en circulation tout d'un coup. Donc il y a une vraie explosion du marché. C'est à peu près incomparable avec n'importe quel autre support de gravure à cette époque-là. Aux États-Unis, entre 1796 et 1810, le physionotrace était utilisé par des dizaines et des dizaines d'artistes qui étaient itinérants, mais il était principalement utilisé par un émigré français qui s'appelait Saint-Mémin, qui était parti de France et qui, près du Congrès, hein, notamment à Washington, hein, qui a produit beaucoup de portraits, notamment de la nouvelle classe politique républicaine. Ces itinérants prétendaient avoir réalisé des milliers, parfois même plusieurs dizaines de milliers de portraits des citoyens américains. C'est ce qui fait évidemment son importance. Il y a une forte réception, une forte demande, une forte attente sociale. Alors, mais laquelle ? Le projet du physionotrace semble en effet très très différent par rapport aux autres portraits de profil. Et d'ailleurs, avant même son succès public, le physionotrace a été salué non pas par l'Académie, non pas par l'Académie des Beaux-Arts, mais en marge des institutions artistiques. Et d'abord dans les milieux des encyclopédistes, dans le cadre de la promotion des arts utiles et appliqués. C'est-à-dire que le physionotrace, par exemple, dans l'encyclopédie, est salué comme un art qui peut servir à réformer la société, à améliorer la société. On le présente surtout comme une machine avec laquelle on tire des portraits très fidèles. C'est-à-dire, on a l'impression que grâce à ce type de mécanique, on peut s'approcher au plus près de la nature humaine, on peut restituer dans la précision la plus crue les traits des modèles. Et donc, on peut considérer que le physionotrace permet de comprendre le rôle tenu par les arts visuels, par les nouveaux arts visuels, dans les projets d'exploration de la nature qui étaient proposés par les Lumières. On peut le mettre aussi dans un contexte plus vaste de la réforme des arts graphiques qui avait de plus en plus de liens avec l'industrie, l'artisanat, l'ingénierie et l'art militaire. Beaucoup d'ailleurs d'artistes qui vont utiliser le physionotrace sont parfois issus des académies des beaux-arts, mais aussi ont fait des petits détours par des dessins d'architecture, des plans d'urbanisme, de la topographie, c'est-à-dire qu'ils entretiennent un rapport particulier à la nature qui est vraiment plus utilitaire, hein, avec vraiment une volonté d'avoir prise sur la nature. Ces portraits, d'autre part, ils sont réalisés et vécus comme des expérimentations scientifiques qui, à cette époque, on le sait, hein, participaient du divertissement du monde des salons. Et non, ils n'étaient pas vécus, justement, ces séances de pause, comme des séances de pause traditionnelles. Ils tissent aussi un autre rapport à la prise humaine, puisque le tracé instantané, en quelques secondes de la silhouette, était vraiment décrit et vendu comme une prise de vue, c'est-à-dire un enregistrement, un moulage en quelque sorte en 2 dimensions, et beaucoup plus que comme une séance de pause classique ou un croquis classique. Et donc, si on se presse dans les studios des physionotracistes, hein, c'est en partie pour découvrir à quoi on ressemble vraiment, de manière scientifique. Évidemment, cela modifie considérablement la perception de soi. Les physionotraces sont donc promus dans les publicités qui sont publiées dans les journaux, ils sont vendus, ils sont achetés en masse, parce qu'on pense qu'ils sont bien plus ressemblants, comme on dit à l'époque, ou authentiques, ou faits d'après nature, comme on les vend tout le temps. Hein. Comme si l'appareil donnait accès à quelque chose d'invisible en quelque sorte, hein. Comme si cet appareil permettait de percer le mystère des corps. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que, selon nos conceptions du réalisme au XXIe siècle, ces portraits soient plus exacts ou plus justes que les autres quand on les regarde. Hein. La conception du naturel, de la ressemblance, était évidemment contextualisée historiquement, elle était codifiée
c'était avant tout le profil, beaucoup plus que le portrait de face ou de trois quarts face qui était censé être le plus fidèle. En effet, selon les préceptes de la physiognomonie, diffusés par Lavater et bien d'autres d'ailleurs, on pensait que c'était le profil, la silhouette qui était susceptible de révéler ce qu'on appelait le caractère des individus. C'est-à-dire que c'était le profil qui était censé faire accéder le spectateur à la vérité de ce qu'ils sont derrière leurs apparences extérieures. Et d'ailleurs, ça explique que même les silhouettes à fond noir, qui étaient massivement diffusées dans toute la bourgeoisie européenne, ne présentant donc aucun des traits de visage, et pourtant, ces silhouettes, elles étaient considérées comme bien plus fidèles d'une certaine manière que les portraits plus classiques. L'insistance comme argument de vente de l'exceptionnelle ressemblance du physionotrace montre que les machines à tirer le portrait provoquent donc un engouement, non pas par leur dimension esthétique, mais par leur utilisation sociale. Comme ils donnent accès à l'intime, on s'en sert comme des supports de mémoire, comme des objets familiaux qu'on s'échange entre amis ou entre membres de la même famille. On peut aussi les utiliser comme des cartes de visite dans le domaine professionnel. Et puis, ils sont aussi prisés pour leur statut cognitif. Ce statut cognitif, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils peuvent faire accéder à une meilleure compréhension de ce que sont les hommes au plus profond d'eux-mêmes. Ce qui renvoie, plus généralement, et par exemple, Barbara Maria Stafford ou Lauren Daston l'ont montré, l'image, à la fin du XVIIIe siècle, ne joue pas seulement évidemment un rôle illustratif ou d'agrément ou ornemental, elle joue de plus en plus un rôle de preuve dans l'argumentation scientifique. Évidemment, là aussi, le rôle du sensualisme est à signaler comme un facteur important. On a une époque où le physionotrace donc s'impose comme une image plus fiable que les autres, car plus proche de la réalité, comme beaucoup d'autres améliorations, par exemple dans le domaine des arts graphiques, qui essayent de se rapprocher du vivant, de la nature, semblent le montrer. Je pense par exemple aux gravures en manière de dessin et de la vie, comme l'aquarelle aussi, qui semble figer l'instant, ou les gravures en couleur, et même la lithographie à la fin du siècle. Ou alors même encore, on pourrait penser à l'invention du facsimilé, ou les perfectionnements du calque tout au long de la fin du XVIIIe siècle. Donc, le physionotrace est présenté comme l'aboutissement du portrait d'après-nature. Et donc, c'est probablement dans ce type d'image-là qu'il faut aller chercher la mutation d'une nouvelle culture visuelle à la fin du XVIIIe siècle, alors que pendant longtemps, c'est vrai que quand on faisait l'histoire de la Révolution française, d'une manière assez politique finalement, on se focalisait beaucoup sur l'art de propagande, sur l'art néoclassique, sur David notamment et les autres, sur les caricatures ou sur les allégories, alors que quand on regarde les collections des musées, on s'aperçoit qu'en fait la majorité des collections de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution française, sont des estampes qui sont empreintes de réalisme, qui essayent d'aller au plus près de la réalité. C'est beaucoup de dessins notamment, etc. Donc la ressemblance, elle était évidemment, pour beaucoup de portraitistes de la fin du XVIIIe siècle, le but à chaque fois. Mais alors que la ressemblance tout au long du XVIIIe siècle est considérée comme un art qui doit imiter les canons des normes antiques, c'est-à-dire qu'on doit corriger la nature en essayant de la faire coïncider avec les critères du beau qui sont issus de l'époque classique, et bien de plus en plus, on considère que la ressemblance, au contraire, doit être une copie, un enregistrement de ce qu'on voit, de la réalité et de la nature, et le physionotrace correspond à cette volonté. C'est pour cela d'ailleurs que ce physionotrace présente des modèles qui ne sourient pas. C'est-à-dire qu'on veut éviter qu'ils jouent, qu'ils prennent un air social. On veut que la vérité des individus se révèle par l'effacement finalement de leur subjectivité, de leur attitude ou du regard même par lequel on pourrait les regarder ou l'artiste pourrait les regarder. On voudrait un individu au naturel, une représentation de l'individu qui échappe à la fois au canon néoclassique et qui échappe aussi aux canons sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une vraie volonté de copier, enregistrer et reproduire la nature en de multiples exemplaires. C'est pour ça que sur les portraits au physionotrace, on ne cache rien de la disgrâce physique des modèles. Ils ne sont pas forcément beaux, les modèles qui posent devant le physionotrace. Et quand on regarde les portraits au physionotrace, eh bien, on voit la peau, on voit les imperfections de la peau, on voit les rides, on voit les cicatrices,
On pose souvent sans perruque, donc il y a une volonté presque de matérialisme esthétique, technique et scientifique. L'autre dimension du succès du Physionotrace, c'est pour ça qu'à mon avis, elle est liée au projet politique de la Révolution française, c'est-à-dire percer les mystères de la nature humaine pour construire une société régénérée, en quelques mots. Ce qui frappe quand on regarde ces portraits, finalement, c'est qu'ils sont assez médiocres. Ils sont très humbles. Le papier est médiocre, l'apparence des modèles, finalement, apparaît très très banale. En plus, ils sont tout petits, ils sont souvent usés, évidemment, après 2 siècles dans les archives. Et ça explique qu'ils aient été délaissés par les historiens de l'art et même par les historiens parce qu'ils ne correspondent pas, finalement, aux critères à travers lesquels on voulait regarder l'art de la fin du XVIIIe siècle. Ces portraits ne présentent pas d'ornement, ils ne sont pas très beaux, le fond est absolument dénué de décor, ils sont évidemment noirs et blancs, et aux 3/4, ces portraits sont anonymes. Et cet anonymat était vraisemblablement recherché. Non seulement parce que on distribuait ce portrait, d'ailleurs qu'on pouvait porter sur soi, qu'on portait sur soi, on distribuait son portrait à des gens qui vous connaissaient déjà, qui vous reconnaissaient déjà, donc il n'y avait évidemment pas besoin de mettre son nom dessous. Ce n'est que lorsqu'on voulait l'utiliser dans un cadre professionnel ou politique, pour se faire reconnaître, pour asseoir sa popularité, pour asseoir sa visibilité sociale, que là, on pouvait ajouter son nom et éventuellement ce qu'on faisait dans la vie. En tout cas, l'heure, à mon avis, c'est justement par cette modestie, par cet aspect finalement assez médiocre et banal, qu'on peut expliquer le succès justement de Physionotrace, et c'est ce qui les rend intéressants comme source. Le dépouillement, l'absence d'ornement dans l'encadrement tranche évidemment avec les signes habituels de distinction du portrait classique et du portrait de condition. C'est-à-dire qu'on représente des gens qui sont dépouillés de leurs artifices. C'est pour ça que tout ce qu'a dit Catherine Lanoé vraiment entre en résonance, à mon avis, avec ce que je vois, moi, sur ces portraits. Ce mode de représentation simple rencontre un énorme succès parce qu'il correspond à une certaine dimension des révolutions, une dimension puritaine, des révolutions européennes ou même américaines de la fin du XVIIIe siècle. La volonté de rompre avec les anciens régimes passe par le refus de la corruption économique, associée ou politique et morale d'ailleurs, associée à l'aristocratie, et implique de se dépouiller des artifices sociaux, des masques individuels. On se montre tel qu'on est ou tel qu'on croit être. Évidemment, c'est largement une utopie, mais en tout cas, on insiste là-dessus dans toutes les publicités publiées par les physionotracistes. On refuse l'ornement, le déguisement, et on refuse même presque le beau. Comme je l'ai déjà montré, les portraits n'idéalisent pas du tout ceux qui posent. Évidemment, donc dans un temps très court, ces portraits sont faits dans un temps très court, en quelques secondes, en quelques minutes parfois. Et ça implique évidemment aussi que les modèles n'ont pas le temps, croit-on, de poser, de tricher. D'inventer une façade de composition. Ils sont saisis, croit-on, dans leur vérité naturelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont utilisés par beaucoup d'hommes politiques dès l'Assemblée constituante, dans les premiers mois de l'Assemblée constituante. Des hommes politiques s'en servent car ils comprennent qu'il faut qu'ils soient désormais reconnus physiquement. Donc il y a une place de la visibilité sociale qui devient centrale dans la légitimation politique. Et surtout, ces hommes politiques comprennent qu'il faut se prêter au jeu de la transparence. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent l'intrusion du regard des citoyens, de leur intimité. Il y a une vraie idéologie de l'ère naturelle qui sert l'idéologie de la vérité, de la transparence politique. Et c'est là une des clés du succès rencontré par le Physionotrace. La volonté d'adhérer au réel, la rapidité d'exécution répond à un nouveau besoin plus largement de saisir le temps, un temps qui semble s'accélérer. Aussi, il répond à la volonté de trouver un nouveau moyen qui permettrait non de représenter, mais de témoigner littéralement des événements et des individus, des nouveaux venus de la Révolution, des nouveaux venus dans une société qui se transforme à une vitesse inédite. D'ailleurs, les artistes qui font les physionotraces tentent de coller à l'actualité la plus chaude en proposant des physionotraces d'hommes célèbres qui viennent de mourir, comme Mirabeau ou Marat, en prétendant qu'ils ont réalisé ces portraits en allant sur leur lit de mort ou en ayant imité, par exemple, les traits sur leur masque mortuaire. Donc il y a une vraie volonté d'adhérer à l'événement et de saisir un temps qui échappe. Évidemment, plus largement, les physionotraces sont aussi des anti-portraits de conditions, des anti-portraits sociaux. On pose en habit simple, sans objet, sans décor qui permettrait de situer trop facilement le modèle sur l'échelle sociale. On est dans un contexte où on promeut
la dénonciation civique comme gage de la vertu politique pendant la Révolution française. Et donc, cette percée dans le caractère de l'individu permet non seulement de promouvoir évidemment sa propre personne, en faisant un portrait de soi quand même, mais avec modestie, ou en tout cas en feignant la modestie, sans prétendre donc vouloir imposer son nom en plus aux yeux de tous comme ils étaient anonymes. Donc ces portraits servaient extrêmement bien l'idéal d'une société plus égale, d'anonymes vertueux en quelque sorte. Évidemment, cette remarque rejoint par exemple les travaux de Richard Towes de l'Université de Londres sur l'art éphémère, qui est une sorte d'arte povera révolutionnaire, ce qu'il appelle la politique du provisoire. Dans son livre The Politics of the Provisional, il montre que une grande partie de l'art révolutionnaire repose sur des matériaux extrêmement éphémères, sur une conception extrêmement courte du temps. Les physionotraces peuvent être donc de la même manière considérées comme, en quelque sorte, comme des vanités révolutionnaires, avec une dimension morale de ce qui est soumis à la disparition. Ce sont donc des anti-monuments, en quelque sorte. Les portraits, les visages sont soumis au cycle de la nature et on n'en cache aucune marque de vieillissement. À ceci près que parfois, j'ai noté que certains modèles, voyant qu'ils vieillissaient, faisaient retoucher les plaques à graver pour éliminer quelques rides, pour éliminer de la graisse qui pendait d'un bras, etc. Donc il y avait malgré tout une volonté de se transformer parfois. Enfin, ce physionotrace montre, qui était d'abord distribué dans le cercle de l'intimité, mais qui était aussi parfois exposé dans les salons, dans plusieurs salons, en très très grande quantité. Et ça montre évidemment qu'il y avait aussi bien une dimension politique, démocratique, dans ces nouveaux portraits qui étaient considérés vraiment comme les marques les plus visibles des changements dans la représentation et dans la visibilité sociale. On peut, dans ce cadre politique, comparer d'ailleurs ce rôle de cette machine à révéler le caractère ou machine à révéler la nature humaine. On peut la relier aux expérimentations de techniques de saisie de la voix humaine qui ont été mises en place pendant les débats parlementaires. Je fais allusion ici à la technique de la logotachygraphie, qui est l'ancêtre de la sténographie en quelque sorte, qui était utilisée par les journalistes, placés dans une loge située juste derrière le président de l'Assemblée, pour, disait-il eux aussi, enregistrer le plus fidèlement possible les débats politiques, afin de restituer la vérité aux citoyens, y compris d'ailleurs les erreurs et les lapsus des orateurs. Donc, là encore, comme le physionotrace, on a une série de machines qui essayent de tisser un nouveau rapport entre la classe politique et la nation. En conclusion, je crois qu'il ne faut pas oublier donc que ce succès du physionotrace est donc évidemment largement plus intéressant, à mon avis, en ce qui concerne l'imaginaire social, que sur l'histoire des techniques ou sur l'histoire de l'art en elle-même. Par rapport à toutes les autres machines, par rapport aux autres instruments qui étaient munis d'appareils optiques ou de miroirs, ou qui utilisaient les propriétés de la lumière, comme par exemple les chambres noires, le physionotrace ne présente aucune réelle nouveauté, puisque techniquement parlant, tout existait depuis la Renaissance, mais donc aucune nouveauté, mais son succès montre que dans l'imaginaire social et politique, s'est imposée l'idée qu'on avait besoin de nouveaux procédés techniques pour représenter autrement la nature, dans le sens d'une description plus scientifique, plus précise de la nature humaine, et qu'on pouvait mettre ces techniques au service d'un projet politique. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cette expression absolument fabuleuse. Bon, je vais reprendre la place pour le débat. Voilà. Donc, j'invite mes collègues là, c'est bien, on est nombreux. Voilà, prendre la parole, poser des questions, faire des commentaires, des remarques. Allez-y. Moi, j'ai une question pour Guillaume. Bonjour Guillaume, tu m'entends? Oui, bonjour. Guillaume, ma question est la suivante. Comme tu sais, Michel Viard, dans son ouvrage sur le missionnaire de la République, nous a raconté que le représentant en mission, parfois, quand nous les envoyons en mission, il y avait une description physique à propos d'eux. Parce que, comme tu sais, parfois, on avait peur qu'il y aurait des représentants en mission qui étaient supplantés.
par des autres personnes qui n'étaient pas les députés. Est-ce que tu sais si on a utilisé la physionotrace un peu dans ce sens, parce que ça aurait pu éviter des problèmes? Alors, on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait utilisé le physionotrace pour cela. Il y a eu beaucoup de projets d'utilisation politique du physionotrace, mais ces projets, ils étaient essentiellement individuels. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est les députés qui ont le plus vite compris qu'ils avaient intérêt à se faire un nouveau portrait selon le physionotrace, parce que ce portrait était différent des autres. Ils y sont allés, mais tout seuls. D'ailleurs, comme on peut suivre mois par mois le carnet de commandes, on voit ceux qui comprennent très vite. Il y a Lafayette, il y a Robespierre, etc., etc. Ils comprennent qu'ils peuvent faire un portrait d'eux, donc essayer de se promouvoir, hein, mais parce qu'il faut être reconnu physiquement. Ils comprennent que la popularité repose sur la visibilité, et ça, c'est assez nouveau. En revanche, c'est des initiatives individuelles. Il y a eu aussi des projets. Les inventeurs de physionotrace ont essayé de proposer d'utiliser le physionotrace dans un cadre policier pour ficher les criminels ou les déserteurs dès la fin du XVIIIe siècle. Mais ça n'a jamais été utilisé comme ça parce que les policiers n'avaient pas besoin d'images pour reconnaître les marginaux, les comportements déviants. Ils avaient une littérature écrite qui leur suffisait très simplement, c'est-à-dire les signalements étaient écrits. Et donc, voilà, j'ai pas retrouvé d'autres traces d'utilisation vraiment politique. Sauf à la fin, en 1799, il y a eu, parmi toutes les collections de portraits de députés qui avaient été faits, je pense à la collection de Jabin ou la collection de Levachez, eh bien, à la fin, il y a un physionotraciste qui s'appelle Gonor, à qui l'on demande de faire tous les portraits des députés du Conseil des 500 et du Conseil des Anciens sous le Directoire. Et donc là, c'est le seul projet véritablement politique de vaste ampleur que j'ai noté sous le Directoire. Il est important, mais c'est le seul, il est tardif et il a été arrêté par le 18 Brumaire. Donc on n'a pas tous les députés. Voilà. Bien. Je pense que Can Alder veut me poser une question. Oui, je vais poser, s'il vous plaît, c'est à vous deux, mais je vais vous poser en anglais, ce serait plus facile. J'espère que vous comprenez parce que vous avez entendu déjà 1h30 de l'anglais. So my question is actually about the role, how you would place your stories against transformations in medicine at the same time. And I suppose for Catherine, at one level, it's a very simple question. What about smallpox? I mean, how much of that does it explain exactly mid-century when people are presumably getting less disfigured? Does that have something to do, or less frequently disfigured with the rise of inoculations and, of course, later vaccination, admittedly later? How does that play in the shift from this sort of mineral-based to vegetarian-based or vegetable-based makeup? But the deeper question is this. Both of you tell quite compatible and really interesting stories about a kind of verisimilitude on one hand and individuation on another. And I'm wondering how that plays against famous stories we know about what happens to medicine in this period. Obviously, one of the sort of great repositories of knowledge about the body and individuation, but at the same time moving in the old regime from a kind of nosological understanding of diseases as categories which interact with the individual body in which the physician would follow, and then a kind of shift famously described in The Birth of the Clinic, but in many other places as well, to a kind of set of generic techniques that medicine develops, but which are about an individuated lesion, an individuated body that itself is to be tended. I mean, your stories seem unidirectional. They seem at some level to point forward towards individuation, and yet there is a kind of collectivity and a kind of collective human understanding of society that's also in both your stories. So I'm wondering if medicine, in a sense, is not necessarily the foundational story for both of yours, is a parallel one. So I'm afraid we'll need a translation, please, Julia, because it was a quite long question. Yeah. And we haven't got the image, so we can't follow your lips, you know. So that is harder. Sorry. Alors, donc, la question portait sur le rapport des récits que vous avez racontés à l'histoire de la médecine. Donc, d'une part, de la disparition de l'embranchissement progressif de la vérole à partir du mi-siècle,
et du rapport entre ce phénomène et les transformations dans l'industrie cosmétique, mais puis d'autre part, et plus généralement, sur les rapports entre la façon dont la médecine traite l'individualité du corps humain et la façon dont les techniques que vous discutez tous les deux traitent l'individualité du corps humain. Je vais très très vite là à la fin. Oui, mais c'est suffisant, tout à fait, c'est très exact, merci monsieur. Alors, pour ma part, j'ai pas vraiment encore exploré les liens entre mes artistes et les médecins. En revanche, les liens qu'on peut faire, c'est que souvent, ces artistes qui représentent les physionotraces, qui utilisent le physionotrace, mais comme ceux qui moulent les masques de cire ou les masques mortuaires, sont évidemment souvent très proches des médecins. Donc, il y a évidemment une forte proximité dans la saisie des traits du corps humain, dans comment dire, dans la description anatomique. Mais en gros, j'ai pas repéré vraiment d'usage médical ou des choses comme ça. Mais je crois que je réponds un petit peu à côté de la question en disant ça. En revanche, sur l'individuation, là, c'est assez clair, c'est-à-dire que pour une série d'individus qui n'avaient pas accès à la représentation de soi, ou pour une série d'individus qui avaient accès à une représentation de soi, mais dans des prisons sociales, je pense aux femmes, par exemple, eh bien, ce genre de portrait individuel constitue une vraie libération. Hein. C'est-à-dire que pour une des premières fois, les femmes on va les appeler les classes moyennes de la fin du XVIIIe siècle, ont accès à un portrait individuel en dehors de leur mari, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir leur portrait en dehors du portrait familial. Je pense aux gens de couleur aussi, hein, qui peuvent utiliser le physionotrace non seulement pour avoir un portrait d'eux-mêmes, mais aussi paradoxalement pour travestir, pour effacer en quelque sorte aussi leur couleur, puisque ces portraits étaient faits en noir et blanc, et donc ils pouvaient utiliser ça. Donc il y a un vrai lien avec l'individuation, les progrès de l'individuation et de la représentation individuelle à la fin du XVIIIe siècle, ça c'est sûr. Alors, pour ma part, je ne suis pas certaine d'avoir bien entendu la traduction française qui nous a gentiment été proposée. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à pouvoir répondre. Bon. Oh, well, that's what I thought I did better. Avec d'autres questions, voulez-vous reposer la question? On continue. Oui, voilà. Bonjour Guillaume, c'est Jérémy Popkin. Bonjour. J'ai voulu poser une question sur la relation entre les portraits de physionotrace et les caricatures qui fleurissent aussi à la même époque et qui d'une certaine manière promettent aussi de révéler la vérité sur les hommes politiques qu'ils portraient, mais d'une toute autre façon. Est-ce qu'on peut mettre ces deux genres en relation? Oui, alors ça c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que les caricatures, alors il ne faut pas oublier que les caricatures, malgré tout, dans l'espace français, elles sont relativement peu importantes par rapport aux caricatures dans l'espace anglo-saxon, hein, je pense. Malgré tout, elles jouent quand même un rôle qu'on a peut-être un petit peu trop surestimé, je pense, hein, mais elles jouent un rôle. Et c'est vrai qu'elles. Alors là, c'est totalement différent, puisque c'est par l'expressivité et par la transformation, justement, par la création de types sociaux et de types physiques qu'on fait atteindre une vérité, en quelque sorte, une vérité de la pensée politique, ou etc. Alors que là, c'est évidemment, au contraire, le parti pris est complètement différent. C'est au contraire en essayant de coller au plus près à la nature humaine et à la précision. Donc, c'est deux dimensions très très différentes de la caractérisation en quelque sorte des projets politiques et de la vérité des individus. Mais évidemment, on peut la comparer, oui, je vais le faire dans une certaine mesure. Mais à mon avis, les caricatures doivent être, à mon avis, hein, un petit peu, leur rôle doit être un peu minoré par rapport au rôle effectif qu'elles ont eu, en tout cas en France, et produites par des Français. Attention, elles ont joué un grand rôle puisque souvent elles venaient d'ailleurs, hein, et notamment de l'Angleterre. Ok, merci. D'autres questions ici dans la salle?
Est-ce que je peux poser une question à Julia Dutwet au sujet de le rôle du roman dans cette espèce de révéler la vérité sur les gens? Oui. Le roman dans l'espèce de révélation de soi. Oui, je ne sais pas exactement. Oui. Comme je disais dans la première moitié, il y a pas vraiment un chef-d'œuvre, mais un des romans que j'ai connu dans mes recherches s'intitule Le cimetière de la Madeleine. Et là-dedans, c'est où j'ai trouvé le plus grand nombre de pièces justificatives. Il y a une vingtaine à la suite de ce roman, ce qu'ils ont intégré, non pas à la suite, mais intégré dans le texte du roman pour créer et amplifier cette qualité de transparence, de vérité. Nous avons là le texte, soi-disant le texte du testament de Marie-Antoinette, par exemple, mais c'est faux, hein, ce n'est pas le vrai texte. Donc, c'est en même temps l'effet vérité et c'est une supercherie, mais au sein d'un même texte. Et Guillaume, pendant que tu parlais des physionotraces, moi, je pensais aux silhouettes cachées, les cachées dans que j'ai pu trouver dans la porcelaine, dans les éventails, petits objets, pas vraiment d'objets d'art, mais petits objets de consommation populaire, et dans les années 90, et où il y a la famille royale qui figure dans des arbres, mais non pas toute la famille royale, mais seulement des têtes, et seulement des silhouettes. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai été un peu étonnée de voir les doubles mentons, enfin les défauts. J'avais pensé que c'était fait exprès, peut-être, ou peut-être que c'était calqué sur la physionotrace, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça donne une image un peu, pas très flatteuse de Louis XVI et Marie-Antoinette, parce qu'ils sont tous les deux en surcharge pondérale. Mais là, c'est très intéressant ce que tu dis, Julia, parce que je crois que tous ces objets de consommation courante, justement, il faut réévaluer leur rôle dans la culture visuelle de la fin du XVIIIe siècle et dans les utilisations politiques. C'est ces objets-là qu'il faut étudier. Les images au quotidien étaient vues dans les papiers peints, dans les éventails, dans les services à porcelaine, sur les habits, etc. Donc là, c'est très important à mon avis. Oui. Et donc, pour répondre à la question de Jeremy, c'est un effet de réel et non pas. Et c'est un effet de trompe-l'œil aussi. Donc, ça vous attire en vous disant que c'est de la vérité, mais en fait, ce ne l'est pas. Ah, mais non, jamais. Justement, si la physionotrace, il faut peut-être un tout petit peu compliquer la chose, parce qu'en même temps que vous dites que c'est de la vérité, mais en même temps, des gens ont faussé leur physionotrace. Bien sûr. Alors, oui, je dis que le projet, il est vendu comme ça, mais évidemment, c'est une utopie, ça n'est jamais exactement ça. C'est une composition, évidemment. En les rendant immobiles, de toute façon, c'est pas évidemment, c'est une transformation. Oui. Guillaume, salut, c'est Dan Edelstein. Bonjour Dan. Navré de ne pas t'avoir en chair et en os. Moi aussi. Alors, je voulais te poser une question en fait qui a un peu rapport au travail d'Antoine Lilti sur Rousseau et la culture visuelle. Je ne sais pas si tu es familier, je ne sais pas s'il n'a pas encore publié, je crois. Si, on a discuté, j'étais à son séminaire il y a 2 semaines, donc on connaît nos travaux, oui. Alors, ce qui est intéressant une des choses intéressantes avec son travail, c'est cette idée que Rousseau, c'est la première célébrité qui n'est pas un roi qu'on reconnaît dans la rue. Et donc Antoine dit même que c'est ça qui le rend fou d'une certaine manière. Oui. Mais je me demande si là, on n'a pas aussi quelque chose d'intéressant avec ce que tu nous as raconté sur le physionotrace, cette idée que, surtout avec les politiciens, de plus en plus de gens peuvent être reconnus dans la rue par des gens qui ne les connaissent pas. Et c'est un phénomène qui donc est effectivement assez nouveau, mais peut-être que c'est aussi un phénomène qui nous permet de mieux comprendre un peu certains développements plus tard. Je pense même à la catégorie des suspects, cette idée qu'on doit pouvoir reconnaître, démasquer toute cette espèce de justice visuelle qui se met en place avec la terreur.
c'est encore un peu flou dans ma tête, mais je ne sais pas si tu irais jusqu'à dire qu'il y a justement cette espèce de nouvelle culture visuelle qui devient peut-être aussi une politique visuelle. Oui, alors là, tout à fait. Je te remercie beaucoup de me poser cette question. On en a beaucoup discuté avec Antoine. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit avec ce genre de portrait naître, ou en tout cas prendre de l'ampleur, la volonté de chaque homme d'être reconnu, en quelque sorte, hein, dans un cercle croissant, non seulement d'amis, mais de connaissances, de relations professionnelles et parfois d'inconnus. Ce qui est sûr, c'est que les images se sont tellement multipliées pendant tout le XVIIIe siècle que c'est frappant de voir à quel point tous ceux qui sont émigrés, exilés, qui essayent de se cacher, se plaignent en permanence d'être reconnus. Physiquement, par exemple, j'ai étudié la fuite des députés girondins en 1793, pendant l'été 93. Ils essayent de se cacher, ils fuient Paris, puisqu'ils sont proscrits. Et en fait, ils n'arrivent pas à fuir, ils sont toujours obligés de se cacher, de se déguiser, parce qu'ils sont en permanence reconnus. En tout cas, pour les plus connus d'entre eux, ils sont très surpris d'être reconnus. Donc ça, c'est essentiel. Sur la célébrité, les physionotraces, a priori, sont des portraits d'anti-célébrité, puisque c'est des anonymes. Mais pourtant, on peut aller acheter son portrait dans la boutique du physionotraciste, mais aussi on peut acheter aussi le portrait de Rousseau et les prendre tous les deux dans sa poche et les afficher tous les deux chez soi. Donc là aussi, c'est un rapport très très nouveau à la célébrité. Les citoyens les plus banals peuvent finalement côtoyer dans des galeries ou dans la poche des hommes célèbres. Et évidemment, le pouvoir politique, oui, alors, j'ai pas encore complètement exploré cette notion-là de la politique visuelle, mais si, il y en a évidemment une politique visuelle avec évidemment la dénonciation, la reconnaissance du mauvais citoyen, etc., qui conduit évidemment bien souvent à des erreurs. Mais je crois qu'il faut malgré tout se méfier, parce qu'à chaque fois que j'ai cherché des usages politiques bien concrets, par exemple, dans le cadre de la répression, etc., je me suis aperçu qu'il n'était pas utilisé. Donc voilà. Mais évidemment, ça a exploré. Les rapports entre célébrité, popularité aussi, hein, c'est une notion qui augmente à cette époque-là, et ce genre de représentation, l'essor de la visibilité sociale et de la reconnaissance physique, c'est essentiel. Ouais, merci. Voilà, merci. Moi, j'aimerais poser une question à propos de la cuisine, parce que j'étais très intriguée par ce commentaire sur l'art culinaire. Les légumes verts étaient cuisinés de manière plus simple. Tu disais à la fin du XVIIIe siècle, la cuisine se faisait plus simple. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Oui, alors c'est en réaction, entre autres, par rapport à la cuisine de type absolutiste, de la cuisine de cour, hein, qui est jusqu'au XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle, en partie une cuisine très épicée, une cuisine avec beaucoup d'apprêts, beaucoup de sauces, beaucoup de préparations extrêmement complexes. Et au cours du XVIIIe siècle, on voit très nettement que la consommation des légumes connaît une croissance absolument fulgurante, en particulier chez les élites, que disparaissent progressivement l'utilisation des épices, que les types de préparation culinaire elles-mêmes se simplifient, dans le sens où il ne s'agit plus de faire disparaître les goûts des viandes derrière des épices, mais aussi en les faisant bouillir de manière trop longue. Donc vraiment, l'idée, c'est de retrouver le vrai goût des choses, aussi bien des légumes que des viandes, ou même que des fruits. Et c'est en particulier donc sur les tables des élites que ça se passe. Et donc je pense que la revalorisation du règne végétal dans la fabrication des cosmétiques doit être mise en relation avec ces transformations dans l'art culinaire. Et puis il y a aussi la question de la diététique aussi. Un certain nombre de régimes de santé, de régimes de diététique commencent à être mis au point au cours du XVIIIe siècle, et c'est cette idée finalement, alors c'est du Galien et de l'Hippocrate un peu revisité, mais c'est l'idée que les aliments peuvent constituer déjà une première médecine, de premiers médicaments. Voilà. C'est intéressant. Vous avez d'autres questions là?